Nous sommes très heureux de recevoir, et c'est la première fois dans une matinale de géopolitique profonde, l'universitaire Bernard Lugan. Déjà, bonjour, bonjour Bernard Lugan et bienvenue dans cette matinale de géopolitique. Bonjour. Alors Bernard Lugan, je rappelle quand même quelques éléments importants le concernant, même s'il fait partie de ces auteurs, de ces universitaires que l'on n'a plus à présenter. Il est directeur de la revue par Internet L'Afrique réelle. Il est universitaire, bien évidemment. Certains de ses ouvrages principaux, c'est toujours très intéressant. Et nous allons parler en particulier aujourd'hui de l'Afrique du Sahel. Donc, eh bien, il y a l'histoire du Sahel qui a été écrit justement des origines à nos jours par Bernard Lugan aux éditions du Rocher. C'est un exemple parmi d'autres. Des ouvrages, il en a écrit sur énormément de sujets liés à l'Afrique et à l'Afrique du Nord aussi, histoire du Maroc, histoire des Berbères. Un grand livre, ce qui date maintenant un petit peu, Histoire de l'Afrique, c'est dire depuis le nombre d'années que Bernard Lugan travaille ces sujets en tant qu'universitaire, et Histoire de l'Afrique du Nord aussi en 2016. Donc ce sont beaucoup de sujets, autant de sujets que nous pourrons commencer à aborder dans cette émission. Nous aurons ensuite, d'ici 1h15, 1h30, les commentaires de François Martin sur tout ce qui va être dit. Est-ce que peut-être quelques mots d'abord, parce que sinon on l'oublie sur la fin, votre actualité, Bernard Lugan, dernier livre actuellement écrit, ceux qui arrivent, votre revue en ligne, des éléments d'actualité. Actualité, disons trois. Le prochain numéro de l'Afrique réelle qui sera délivré aux abonnés le 1er février est un numéro spécial sur les relations entre la France et l'Algérie. Au point de vue éditorial, le dernier livre que j'ai publié a été publié il y a quelques mois chez Ellipse et a pour titre « Le Sahara occidental en 10 questions », où j'explique le problème du Sahara occidental. Et dans la prospective très rapprochée, sorti dans 2 semaines ou 3 semaines chez Ellipse, d'un livre qui va faire pas mal de bruit, puisqu'il a pour titre « Histoire des Algéries, des origines à nos jours ». Car dans ce livre, je montre la réalité de l'histoire des Algéries et non pas de l'Algérie. L'Algérie qui n'existait pas avant la colonisation et l'Algérie qui a été créée de toutes pièces par la France. Donc je reprends toute l'histoire depuis les origines. Je montre qu'en fait l'Algérie n'a existé dans ses frontières actuelles qu'à l'époque de la haute antiquité berbère, à l'époque du royaume des Macéciles, c'est-à-dire avant la conquête romaine, et que depuis l'Algérie n'existe plus, il y a des Algéries. En effet, c'est un sujet qui va faire parler et nous ferons un plaisir. Surtout que dans son livre, je démontre que Sansal a raison, car Sansal, en fait, a été mis en prison. Pourquoi ? Parce qu'il a brisé le grand tabou de l'histoire de l'Algérie contemporaine, c'est-à-dire que Sansal a dit que lorsque la France s'est installée en Algérie à partir de 1830, toute la partie occidentale de l'Algérie composait le Maroc oriental. En fait, c'était des terres marocaines que la France a détachées du Maroc pour créer l'Algérie. Écoutez, on se fera un plaisir de vous réinviter à cette occasion justement et d'évoquer cette partie de vos travaux sur à la fois l'Algérie, l'Afrique du Nord. On va peut-être essayer de se concentrer principalement, et le sujet est vaste, sur l'Afrique, entre autres l'Afrique du Sahel, les conflits, les brouilles, et plus que des brouilles, entre la France et ses États, et les suites finalement du retrait de l'armée française d'un certain nombre de pays qui aujourd'hui, à vous lire, et je vous ai lu justement dans cette revue en ligne, déchantent fortement. Ils espéraient un relais avec entre autres l'ex-groupe Wagner dont on pourra parler aussi. Donc la situation au Sahel aujourd'hui, elle est pour le moins instable, Bernard Lugan. Elle est non seulement instable, mais incontrôlable, incontrôlée et incontrôlable. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le départ des troupes françaises, on reviendra peut-être sur les raisons, disons, faisons du factuel.
le départ des troupes françaises a laissé la voie libre au GAT, groupe armé terroriste. Appelons-les groupes armés terroristes, c'est beaucoup plus simple que prendre les autres appellations, djihadistes, etc. Parce que ça regroupe tellement d'activités. Si vous voulez, il y a effectivement des djihadistes, mais il y a des trafiquants, mais il y a des ethno-revendicateurs, etc. Donc, disons, ce que l'armée française définissait, et c'est à mon avis la meilleure définition, GAT, les groupes armés terroristes. Donc, ces groupes armés terroristes ont maintenant le champ totalement libre, avec un phénomène assez intéressant qui se produit depuis quelques semaines, peut-être même quelques jours, qui est, semble-t-il, une sorte de trêve qui a été conclue, alors officiellement ou pas, on ne sait pas, mais sur le terrain, cela se montre bien, cela se voit bien, entre les deux grands groupes armés terroristes, à la fois ceux qui dépendent officiellement d'Al-Qaïda, et ceux qui dépendent de l'État islamique, qui se combattaient férocement dans la région des Trois Frontières et dans une partie tentant de remonter vers la zone de l'Azawad. Et là, depuis quelque temps, il semble que ces groupes qui se combattaient férocement se combattent moins. Ce qui fait que les groupes armés terroristes qui dépendent d'Al-Qaïda n'ont plus à lutter sur deux fronts, c'est-à-dire le front de leurs rivaux de l'État islamique et sur le front des armées nationales soutenues par les anciens Wagner, c'est-à-dire par Afrika Korps, par la Russie. Donc aujourd'hui, ces groupes sont en train de gagner énormément de terrain. Ils gagnent énormément de terrain et les armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger sont totalement dépassées. Totalement dépassées. Et on se rend compte là que l'intervention de l'ancien groupe Wagner, qui maintenant s'appelle Afrika Korps, n'est pas suffisante, ne va pas renverser la donne. En fait, ces groupes russes avaient été envoyés surtout pour garantir les pouvoirs en place contre les coups d'État internes. On a cru qu'ils allaient pouvoir remplacer les Français, mais c'est pas possible. D'abord, premièrement, ils n'ont pas la culture locale et ils se comportent véritablement d'une manière qui est assez mal perçue sur place parce qu'ils flinguent autant les civils que les groupes armés terroristes. Il y a des exactions qui se font partout. Ils n'ont pas... Vous voyez, nous avions, les Français, avec comme la tradition lyotéenne de ce que l'on appelait la parcelle d'amour. La parcelle d'amour. Ben, cette parcelle d'amour, chez Wagner, n'existe pas. C'est véritablement du combat. Bon, ils pensent qu'ils sont en Tchétchénie dans les années de la guerre tchétchène et ils flinguent tout ce qui bouge. Donc, ce qui plaît bien d'ailleurs aux armées locales, car les armées locales sont composées d'ethnies sudistes qui combattent les nordistes ou qui combattent les Peuls. Donc, si vous voulez, tout ceci fait qu'il y a une sorte de mayonnaise dramatique qui est en train de monter. Et je ne vois pas très bien comment la situation va évoluer. Avec, si vous le voulez, en arrière-plan. Alors là, je passe à un factuel de projection, mais qui s'inscrit vraiment dans l'actualité, dans le passé. Moi, je dis depuis le début des guerres du Sahel, c'est-à-dire depuis l'intervention Serval suivie par l'intervention Barkhane, j'ai toujours dit deux choses. J'ai dit que nous n'étions pas face à un problème d'abord religieux, mais nous étions face à un problème ethno-régional, ethno-politique. J'ai dit ensuite que l'islamisme n'était que la surinfection de plaies ethniques et que l'islamisme prospère en septicémie sur ces plaies ethniques et que dans ces conditions, nous nous sommes trompés dès le départ. Car dès le départ, l'analyse qui a été faite par la France, non pas par les militaires, mais par les politiques, les militaires, eux, le savaient très bien. Moi, j'ai formé tous les états-majors qui partaient en Afrique, donc je sais très bien ce que pensaient les militaires. Mais ils avaient des ordres, et ils avaient l'ordre d'appliquer le schéma lutte contre le djihadisme. Or, la solution était très simple dès le départ. La solution était très simple. Il fallait, dès le départ, négocier avec Iyad Ag-Ghali. Il fallait négocier avec Iyad Ag-Ghali, car Iyad Ag-Ghali était le chef tutélaire des Touaregs, même s'il y avait eu des dissidents chez les Touaregs,
Yagali a refait l'unité des Touaregs maintenant. Il a refait l'unité des tribus, des peuples, des clans de l'Azawad. Et il fallait nous entendre avec lui, ce qui réglait le problème dès le début. Mais ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce que nous sommes partis pour aider les gouvernements du Sud. Alors, pour aider les gouvernements du Sud, il fallait bien sûr ne pas nous entendre avec les rebelles du Nord. Et en plus, le jeu de l'Algérie était un jeu qui était un jeu trouble, car l'Algérie avait tout intérêt à ce que les rebelles du Nord se développent, mais pas trop, qu'ils n'aillent pas jusqu'à l'indépendance, parce que cette indépendance aurait eu une contagion sur les Touaregs algériens. L'essentiel des Touaregs vit d'ailleurs en Algérie. Alors voilà toutes ces questions qui font que nous sommes dans, j'allais dire, une situation qui est totalement ingérable. Alors tant que l'armée française était sur place, alors l'armée française faisait le tampon entre le Nord et le Sud, et puis l'armée française, avec son excellente pratique des guerres sahéliennes, avec la tradition que nous avions, avec la connaissance intime, avec le fait que tous les cadres de ces armées avaient été formés par nous. Moi, j'en ai combien en ai-je formé à Coët-Guidan, du temps que j'étais professeur à Coët-Guidan. On les voyait. À l'école de guerre, oui. C'était très proche de nous. C'était très proche de nous, ces gens. Donc, nous avions toutes les cartes en main. En plus, nous avions une tradition, comment dirais-je, de grande amitié, de grande proximité avec les Touaregs. Nous avons tout gâché. Nous avons tout gâché par le refus du réel, par le refus de l'approche ethno-politique au profit d'une approche idéologique et religieuse. Alors, plusieurs dizaines de morts français dans ces opérations que vous nous avez rappelées, Serval, et je vous interromps, et parmi les meilleurs, parmi ceux qui sont morts, plusieurs que je connaissais bien, qui avaient été mes stagiaires dans les diverses académies militaires, des garçons remarquables, des filles aussi, il y a eu des filles qui sont mortes, remarquables, morts pour le roi de Prusse, comme on disait au XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui, outre la vision qui était géopolitique faussée, qu'est-ce qui a abouti au retrait finalement de la France? Bien, tout un enchaînement. Tout un enchaînement et toute une contradiction. Nous sommes arrivés accueillis en triomphateurs à l'époque du début de l'opération Serval, car les sudistes qui allaient être balayés par les nordistes, par les Touaregs, qui marchaient sur Bamako et qui savaient que l'histoire reprenait son cours. Parce qu'en fait, et c'est là où l'histoire, si vous le voulez, permet de ne pas avancer en aveugle dans le contemporain. Bien sûr. Les événements qui se déroulent aujourd'hui se déroulent très exactement avec les mêmes peuples que ceux qui se déroulaient dans les années 1896-1898, quand a commencé la colonisation de ces régions. Nous sommes arrivés pour sauver les sudistes de la prédation, de la double prédation, à la fois des Touaregs au nord et des Peuls au centre. Nous les avons sauvés, nous avons créé ces États artificiels, nous avons donné l'indépendance, et dès l'indépendance, se sont réveillées les plaques tectoniques de l'époque précoloniale, au nord les Touaregs, au sud les Peuls. En premier lieu, les Touaregs. Les Touaregs qui sont soulevés dès 1963, pour une raison très simple, c'est que les Touaregs ont été englobés dans des États sahéliens dans lesquels ils ne représentent que 3 ou 4% de la population. Or, en démocratie, la démocratie, c'est la mathématique, 3% seront toujours battus par 97%. Même si les 97% sont divisés en 3 ou 4 groupes, ils seront toujours supérieurs aux quelques pourcents Touaregs. Donc, du jour au lendemain, les Touaregs, qui étaient les dominants traditionnels ou les radieurs traditionnels, ou disons ceux qui avaient un rôle majeur dans la région, et qui avaient été renvoyés dans leur steppe nordiste par la colonisation française, ben, les Touaregs n'ont pas accepté. Dès 63, première guerre Touareg. Et les guerres Touareg vont s'enchaîner. Donc, nous arrivons au moment de Serval et nous sauvons les sudistes qui nous acclament. Merci les Français, vous êtes de retour comme en 1898 pour nous sauver. Mais le problème, c'est que les sudistes ont cru que nous allions conquérir le Nord pour eux, pour que le Mali puisse rétablir son autorité dans le Nord, ce qui était impossible à faire. Et les Touaregs
vont nous aider dans un premier temps pour lutter contre un certain nombre de groupes djihadistes qui sont leurs rivaux au sein de l'ensemble touareg. Et ils vont nous aider notamment dans la campagne des Ifora. Et la campagne des Ifora est gagnée, le front est stabilisé, et là nous nous trouvons pris entre l'enclume et le marteau. Les sudistes qui nous disent « Mais attendez, là les Français, c'est sympa ce que vous avez fait, mais seulement le Mali est un pays indépendant, et nous voulons pouvoir replanter notre drapeau à Ménaka et jusqu'à la frontière algérienne. » Ce qu'on ne peut pas faire, puisque nous sommes alliés avec les Touaregs qui viennent de nous aider à gagner la guerre des Ifora. Donc nous sommes pris entre les Touaregs qui nous disent « Mais les Français, vous allez nous abandonner comme vous nous avez abandonnés au moment de l'indépendance en nous livrant aux sudistes », et les sudistes qui nous disent « Vous êtes des néocolonialistes puisque vous nous empêchez de reconquérir, de nous réinstaller dans le nord du pays. » Donc dès le départ, c'est la catastrophe. Mais je l'ai dit, moi je l'ai expliqué dans l'Afrique réelle, j'ai fait des articles, j'ai fait des conférences, j'ai fait des livres là-dessus. Résultat, j'ai été viré de l'école de guerre. Résultat, j'ai été viré de l'IHEDN, j'ai été viré de l'école de guerre, j'ai été viré du CHEM et j'ai été viré de Coët-Quidan. Parce que mon analyse, qui était une analyse fondée sur le réel, allait contre la doxa officielle du gouvernement français et des danseurs à claquettes, des petits danseurs sortis de Sciences Po et de l'ENA et qui connaissaient de l'Afrique ce que je connais moi de la Chine, c'est-à-dire rien du tout, et qui imposaient la politique française. Voilà le résultat. Alors là-dessus, se sont ajoutés des comportements, j'allais dire, culturels qui ont un peu étonné les Africains, avec, comment dirais-je, des demandes culturelles faites aux Africains, pour prendre un euphémisme, qui vont un peu contre l'ordre naturel, si vous voyez ce que je veux dire. Et tout ceci a fait que nous avons perdu la face, tout ceci a fait que les rapports se sont crispés. Et là-dessus, bien sûr, dans le chaos qui s'ouvrait, dans le vide, dans la fracture qui s'ouvrait, sont arrivés les Russes. Et les Russes qui ont dit aux Africains, écoutez, les Français... Ils sont bien gentils, les Français, mais ce sont des néocolonialistes. Nous n'avons jamais été colonisateurs, regardez en Afrique. Nous vous avons aidés à l'époque des luttes coloniales. Nous allons remplacer les Français, vous allez voir. Puis nous n'avons pas d'état d'âme. Nous allons vraiment vous aider et vous allez voir ce que vous allez voir. Militairement, nous allons régler la question. Et résultat, les Russes ont pris une raclée dans le nord Mali et Wagner est inopérant. Et Bamako, les groupes armés terroristes se développent. Et Bamako est quasiment assiégé. Oui, par le nord et par le sud. Alors, justement, ce qui est très intéressant, par le sud, c'est par la Guinée. C'est-à-dire que Bamako est pris en tenaille, par le nord, par les Touaregs, et ensuite le mouvement se fait également par le sud, par les routes qui viennent depuis la Guinée. Donc, non, mais la situation... Alors, Bamako va peut-être pas tomber parce que les Russes vont... Enfin, Wagner, Africa Corps, peut pas laisser tomber parce que les Russes ont perdu la face en Syrie. Ils ne peuvent pas perdre la face en Afrique de l'Ouest. D'autant plus que les Russes sont en train de se redéployer sur la Libye. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.